L'Ukraine n'a que 2 mois pour mettre fin à la guerre, sinon après cela, Vladimir Poutine annoncera certainement une mobilisation générale. Le président tchèque Petr Pavel a aujourd'hui appelé l'Occident à accroître son aide à l'Ukraine. Mais Donald Trump, semble-t-il, a décidé de contrer les plans de Vladimir Poutine, et le Financial Times écrit aujourd'hui que les récents succès de l'Ukraine dans la guerre contre la Russie ont impressionné Donald Trump. Au sommet de l'OTAN à Ankara, il a même comparé la situation actuelle à sa rencontre avec Zelensky à la Maison-Blanche en février 2025. C'est à ce moment-là que Trump a déclaré que le président ukrainien n'avait aucune carte en main pour s'opposer à la puissante et immense Russie. Désormais, Trump estime que ses relations avec Zelensky se sont très bien passées, mais ce n'est même pas cela qui est révélateur. Hier, mercredi, Donald Trump a publiquement promis à 2 reprises d'appeler Vladimir Poutine, après la rencontre avec Vladimir Zelensky. Mais ce matin, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, s'est plaint que Trump n'avait toujours pas appelé Poutine, apparemment en reportant la conversation à plus tard. Comme l'a dit Peskov, Trump a sûrement des affaires plus importantes à régler. Et voilà que les diplomates de l'Union européenne ont déclaré qu'à une réunion à huis clos, Trump avait affirmé qu'il réfléchirait à la manière dont il pourrait aider les forces armées ukrainiennes à obtenir plus de succès sur le front. Parallèlement, les autres pays de l'OTAN se sont engagés à allouer encore 140 milliards d'euros pour cette année et l'année prochaine, qui seront destinés au soutien des forces armées ukrainiennes. Pendant ce temps, plus de la moitié de la Crimée occupée reste sans électricité ni eau pour le 4e jour consécutif, en raison des frappes ukrainiennes sur le système énergétique. Et cette nuit, les forces des systèmes sans pilote des forces armées ukrainiennes ont attaqué encore 12 pétroliers de la flotte de l'ombre. Aujourd'hui, le Kazakhstan a instauré une mesure spéciale en installant des postes de contrôle sur toute la frontière avec la Russie pour empêcher le vol d'essence par les Russes. Eh bien, Vladimir Poutine a ordonné de construire ce qu'on appelle des mini-raffineries de pétrole afin de raffiner le pétrole discrètement à l'abri des drones ukrainiens. Je rappelle pourtant que ce même Vladimir Poutine, il y a à peine quelques semaines, affirmait que les frappes de drones ukrainiens sur les raffineries n'avaient aucune importance et n'entraînaient aucune conséquence. Je m'appelle Alexei Pechidova. Discutons ensemble du revirement de Donald Trump, car sa rhétorique a beaucoup changé, et maintenant, en fait, il soutient précisément l'Ukraine. Et il le fait désormais ouvertement, comme on dirait, au Kremlin. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Je vous en serai très reconnaissant. Ainsi, une véritable course a commencé pour savoir qui mettra fin à la guerre et à quelles conditions. Les autorités ukrainiennes n'ont que 2 mois pour mettre fin à la guerre avec la Russie. Si cela n'arrive pas, le Kremlin pourrait recourir à une escalade sérieuse. C'est avec cet avertissement que le président tchèque Petr Pavel s'est exprimé aujourd'hui. Il a déclaré que le dictateur russe Vladimir Poutine pourrait annoncer une mobilisation générale après les élections parlementaires en Russie. Prévu pour le 20 septembre, voici sa citation. « Je pense que nous avons la possibilité de continuer à exercer une pression et de signaler clairement à la Russie que nous sommes prêts à entamer des négociations. En septembre, la Russie organise des élections parlementaires. Il est peu probable que le président Poutine annonce une mobilisation avant, mais une fois les élections terminées, cette fenêtre d'opportunité se refermera vite. En Russie, il y a actuellement de nombreux problèmes et défis internes. L'opinion publique russe est de plus en plus opposée à la guerre. Il sera difficile pour Poutine de maintenir le calme dans le pays. Je souligne aussi que les correspondants militaires russes Z diffusent depuis plusieurs semaines l'idée qu'après les élections, il n'y aura plus rien à perdre et une mobilisation générale pourra être annoncée. En gros, l'essence de la déclaration de Petr Pavel est qu'il faut rapidement forcer Vladimir Poutine à entamer des négociations. Sinon plus tard, l'Ukraine fera face à une catastrophe. Et cela de manière inattendue pour beaucoup. Donald Trump a adopté une position plus optimiste. Le Financial Times écrit aujourd'hui que les succès récents de l'Ukraine contre la Russie ont impressionné Donald Trump. Il a beaucoup apprécié la façon dont l'Ukraine détruit une à une les raffineries de pétrole en Russie. Et comme vous le savez grâce à mon épisode précédent, il a même déclaré que de telles frappes rapprochent la fin de la guerre. Réfléchissez-y. La personne qui parlait auparavant d'escalade dit maintenant « Écoutez, c'est une escalade tout à fait justifiée, car elle rapproche la fin de la guerre. »
Au sommet de l'OTAN à Ankara, il a même comparé la situation actuelle à sa rencontre avec Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche en février 2025, lorsque Trump a déclaré que le président ukrainien n'avait aucune carte en main pour s'opposer à la Russie. À l'époque, je rappelle que Trump disait « Comment voulez-vous vous battre contre l'immense Russie, si forte et si puissante ? Regardez où vous êtes et où est la Russie. Rendez-vous simplement, c'est tout. Vous n'avez aucune carte ni aucune chance de gagner. » Mais hier, Trump a littéralement déclaré ceci. C'est difficile à croire, vraiment, depuis le bureau ovale jusqu'à aujourd'hui. Je pense que nous avons eu de très bonnes relations, c'est ce qu'il a dit à Zelensky. Ce ne sera que le début, et vous savez, l'Ukraine a un grand avenir devant elle. Et ces paroles chaleureuses de Donald Trump ont été une surprise, et ont agréablement étonné les délégations européennes. Le changement de ton à l'égard de l'Ukraine a aidé les Européens à ne pas prêter une attention particulière aux déclarations tranchantes de Donald Trump, y compris sa nouvelle menace de retirer toutes les troupes américaines d'Europe. Mais derrière les déclarations publiques de Donald Trump, il y avait autre chose. Selon l'un des dirigeants européens, lors d'une réunion à huis clos, Donald Trump a clairement fait comprendre que les États-Unis d'Amérique allaient désormais être plus actifs, soutenir l'Ukraine et envisager la possibilité de prendre des mesures supplémentaires afin d'aider Kiev à réaliser une percée sur le champ de bataille. Et c'est un indicateur très important. L'un des responsables européens a noté que cette fois, Donald Trump, je cite, s'est comporté de manière digne et sérieuse. Et vous savez, on pourrait être sceptique face à une telle déclaration s'il n'y avait pas un détail très important que peu de gens ont remarqué. Lors de la conférence de presse avec Volodymyr Zelensky, Donald Trump a annoncé la veille aux journalistes que mercredi soir, il s'entretiendrait sans faute au téléphone avec Vladimir Poutine. Il a noté que, selon lui, les conditions que le dictateur russe pose pour mettre fin à la guerre changent. Et donc, s'adressant à Zelensky, Trump a déclaré, je cite, « Je pense qu'elles, c'est-à-dire les conditions, s'améliorent probablement petit à petit, se rapprochant de certaines de ces choses qui vous plaisent. Nous exerçons une forte pression sur le président Poutine. Je ne pense pas qu'il aime ce qui se passe. Je ne pense pas qu'il soit ravi de ce qui se passe. » Ensuite, Trump a transmis à Zelensky la demande de Poutine pour que le président ukrainien vienne à Moscou pour des négociations. Zelensky a plaisanté qu'à Moscou, ce n'est pas sûr en ce moment à cause des attaques de drones ukrainiens. Et cela a clairement plu à Trump, ça l'a amusé. Il a encore une fois souligné que mercredi soir, il appellera quand même Vladimir Poutine et lui transmettra tout ce dont ils ont parlé. Mais le jeudi matin est arrivé, puis l'heure du déjeuner, et il n'y avait toujours aucune information publique concernant la conversation promise par Trump avec Poutine. Et ce n'est qu'à l'approche du déjeuner que le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré sèchement, je cite, « Trump n'a pas appelé Poutine hier. Le président des États-Unis était manifestement occupé. Poutine est ouvert au dialogue avec Trump. » Imaginez simplement à quel point c'est humiliant. Avant, Vladimir Poutine arrivait exprès en retard à tous les sommets mondiaux pour humilier les autres dirigeants en les faisant attendre. Et ils l'attendaient. Mais ensuite, Vladimir Poutine a décidé d'envahir l'Ukraine. Et maintenant, il a passé toute la soirée et le mercredi à attendre l'appel promis de Trump. Mais Trump n'a jamais appelé. Et maintenant, au Kremlin, tenez-vous bien, on dit « Eh bien, apparemment, Trump avait d'autres affaires. » Et cela montre que ce chauve pathétique, Vladimir Poutine, n'est plus une priorité pour Donald Trump. Sinon, il aurait trouvé le temps d'appeler. Non, évidemment, Trump appellera quand même encore Poutine, bien sûr. Il ne faut pas penser que c'est fini. Non, il appellera. Mais maintenant, c'est justement Poutine qui est assis près du téléphone et attend nerveusement l'appel, quand Trump aura peut-être du temps pour ce chauve. La dernière fois qu'ils ont parlé était le 4 juillet, jour de l'indépendance des États-Unis. Et même à ce moment-là, le conseiller de Poutine, Yuri Ushakov, n'a pas communiqué de détails importants et a qualifié la conversation de professionnelle et très constructive. C'était le 4e entretien entre les deux dirigeants depuis le début de l'année. De plus, il y a clairement une légère panique au Kremlin en ce moment, car Trump les a vraiment choqués. Et maintenant, ils ne savent même pas comment réagir à tout cela. Le même Dmitri Peskov a déclaré que les autorités de la Fédération de Russie réfléchissant à la déclaration du président américain Donald Trump concernant la possibilité de fermer l'espace aérien au-dessus de l'Ukraine.
Je rappelle qu'hier, Trump a déclaré que, si nécessaire, dans le cadre des garanties de sécurité, si cela pouvait aider à mettre fin à la guerre, l'Amérique était prête à instaurer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine. Cela signifie la fermeture de l'espace aérien. Peskov a fait ajouter qu'au Kremlin, il n'avait rien entendu de tel de la Maison-Blanche jusqu'à présent. De plus, il a également ajouté que Moscou ne considère pas les propos de Trump sur les frappes de Kiev en profondeur sur le territoire russe comme une escalade, mais les considère comme, je cite, des idées fausses de la direction américaine. C'est-à-dire, imaginez, Trump est là et dit « c'est une escalade qui pourrait rapprocher la fin de la guerre ». Au Kremlin, on affirme « ce n'est pas une escalade, Trump s'est simplement trompé ». Mais l'essentiel, c'est la fermeture de l'espace aérien. Et là, Peskov a commencé à perdre pied. Voici sa citation. « Avant, il n'y avait pas de telle déclaration. Avant, personne ne discutait même du sujet de la fermeture de l'espace aérien. Dans tous les cas, il s'agit du fait que les forces armées d'un pays de l'OTAN vont opérer sur le territoire de l'Ukraine. C'est précisément contre cela que l'opération militaire spéciale est menée. Il est important de le comprendre. C'est pourquoi il faut encore y réfléchir. » Réfléchir à quel point cette question a été préparée et avec qui elle a été concertée. Eh bien, vous savez, les Russes dans l'ensemble n'ont pas encore eu le temps de réfléchir. Il faudrait déjà qu'ils réalisent dès qu'ils existent sur cette planète. Peut-être que ce serait mieux sans eux. Et donc, le changement d'attitude de Donald Trump envers l'Ukraine ne s'est pas arrêté aux mots, mais s'est concrétisé dans une déclaration conjointe des pays de l'OTAN à l'issue du sommet. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, les États-Unis ont plusieurs fois bloqué des déclarations de soutien à l'Ukraine dans des organisations internationales, y compris à l'ONU et lors du sommet des dirigeants de l'OTAN à La Haye l'an dernier. C'est-à-dire qu'ils ont adopté une déclaration commune, puis Donald Trump est revenu à Washington et, à Washington, ils ont dit « Non, nous ne soutenons pas ce soutien à l'Ukraine ». Mais dans la déclaration actuelle, il est dit ce qui suit, je cite « L'Ukraine contribue à la sécurité transatlantique et les Alliés sont unis dans leur soutien indéfectible à l'Ukraine pour défendre sa liberté, sa souveraineté et son intégrité territoriale. » Les Alliés soulignent que ce soutien doit être équitable, prévisible et durable à long terme. Autrement dit, Donald Trump a souscrit aux propos selon lesquels l'Ukraine est le pays qui assure la sécurité de l'OTAN. Trump est déjà revenu à Washington, et cette formulation n'a jamais été annulée. Comme vous le savez, il a également reconnu que les drones ukrainiens sont les meilleurs qui soient. Et il a déclaré que les États-Unis achèteraient bientôt des drones de combat à l'Ukraine en grande quantité et que les États-Unis sont prêts à accorder à l'Ukraine une licence pour la production de missiles Patriot. L'OTAN, en tant que bloc, a également promis d'accorder à l'Ukraine 70 milliards d'euros cette année et pas moins du même montant l'année prochaine. Les États-Unis, cependant, ne participent pas à cela. Le financement est assuré par les autres membres de l'Alliance et par le prêt que l'Union européenne a approuvé pour l'Ukraine. Mais comme vous le savez déjà, ce prêt sera remboursé à partir des avoirs russes gelés. C'est un peu gênant, car les Russes, comme si font souvent des déclarations retentissantes disant que l'Ukraine est très endettée et que tout le monde lui prête de l'argent. Oui, c'est un prêt, mais cette dette, vous la rembourserez soit par des réparations, soit par vos avoirs gelés. Ainsi, le volume total du soutien pour les années 26 et 27 s'élèvera à au moins 140 milliards d'euros. Mais ce n'est pas tout. Outre les engagements de soutien continu à l'Ukraine, les participants au sommet ont annoncé de nouveaux achats d'armes pour un montant de 50 milliards de dollars et ont convenu de développer la production commune, ainsi que d'approfondir la coopération avec l'industrie de la défense afin d'accélérer l'introduction des innovations. Parmi les priorités d'investissement figurent tant les systèmes de frappe de précision à longue portée, les systèmes intégrés de défense aérienne et antimissiles, les systèmes sans pilote, les technologies avancées, les capacités de renseignement, l'infrastructure cloud transatlantique et les puissants modèles d'intelligence artificielle. Parallèlement, lors du sommet de l'OTAN, la création d'une nouvelle banque de la défense, de la sécurité et de la résilience a été annoncée, qui financera la protection contre la Russie. Dans une situation où les organisations internationales de crédit traditionnelles continuent d'éviter de travailler avec les entreprises de défense.
Et maintenant, attention, les fondateurs de cette banque de la défense, de la sécurité et de la résilience sont 9 pays, parmi lesquels le Canada, Saint-Pétersbourg, la Turquie et l'Ukraine. La banque pourra attirer des fonds empruntés à bas coût sous garantie d'État et financer directement des projets dans le domaine de la sécurité ou fournir des garanties aux banques commerciales. Et selon les organisateurs, les grands pays, y compris l'Allemagne et les États-Unis, observent pour l'instant ce projet et pourraient éventuellement le rejoindre plus tard. En résumé, alors que Trump était occupé par le dossier iranien, l'Europe a fait un énorme travail d'auto-organisation. Selon les sources du Financial Times, à l'OTAN, on espère maintenant que la position modifiée par rapport à l'ancienne conduira à un changement durable. Le changement de position de Trump conduira à un changement durable, au soutien de Kiev par Washington et à un renforcement de la pression sur Moscou. La promesse de Trump d'autoriser l'Ukraine à produire sous licence des missiles pour les systèmes de défense aérienne Patriot pourrait être faite dans le but de modifier les calculs de Poutine, qui pense qu'il peut détruire l'Ukraine indéfiniment et le forcer à arrêter de conquérir. Parce que c'est précisément l'accès massif de l'Ukraine au potentiel militaire des États-Unis qui effraie vraiment Vladimir Poutine. On a rapporté à Trump qu'en ce moment, l'Ukraine reprend l'initiative dans la guerre. Et ce qui est important, Trump est convaincu que Vladimir Poutine a rejeté effrontément une offre avantageuse de règlement pacifique et se retrouve maintenant dans une situation difficile à cause de la supériorité de l'Ukraine dans le domaine des drones, moyenne et grande à faible coût. Trump se souvient parfaitement qu'il avait proposé à Vladimir Poutine d'excellentes conditions pour mettre fin à la guerre, mais celui-ci a négligé les efforts de Trump et a refusé. Et maintenant, Donald Trump garde une rancune personnelle contre Vladimir Poutine, car ce dernier a en fait remis en question ses qualités de négociateur. Soyons honnêtes, pourquoi Trump soutenait-il aussi activement Vladimir Poutine et parlait-il de manière humiliante de Zelensky ? Il y a un peu plus d'un an, en février 2025, dans le bureau ovale, Trump était assis et je lui disais « Tu n'as pas de carte. Comment pouvez-vous combattre la Russie ? Elle va sûrement gagner. » Pourquoi donc ? Parce qu'il croyait sincèrement que les Russes étaient vraiment en train de gagner et Trump aime les gagnants. Mais presque un an s'est écoulé depuis la rencontre et Donald Trump a dit que la Russie allait prendre tout le Donbass littéralement en quelques mois et qu'elle irait encore plus loin. Presque un an s'est écoulé et cela ne s'est pas produit. Et dernièrement, l'Ukraine a commencé à gagner. C'est pourquoi Trump a changé de rhétorique. Il sent qui est en train de gagner et à qui il vaut mieux se rallier pour être du côté des vainqueurs. Cependant, par souci d'équilibre, je dois noter que tout le monde ne partage pas ce point de vue. Par exemple, l'ancien commandant en chef des forces armées ukrainiennes et actuel ambassadeur d'Ukraine au Royaume-Uni, Valery Zaloujny, a qualifié de dangereuse et erronée l'idée que la Russie est en train de perdre la guerre et que la guerre touche à sa fin. Selon lui, la Russie est toujours capable de répondre aux attaques ukrainiennes réussies par des frappes d'une force égale ou même supérieure. Voici sa citation. « Aucune des parties ne peut compter sur le fait que ce type de guerre apportera un résultat stratégique décisif. » Néanmoins, l'Ukraine ne fait qu'intensifier ses frappes en profondeur sur le territoire russe, mais elle frappe également les territoires occupés de l'Ukraine. La Crimée est déjà pratiquement coupée de la Russie. En Crimée, cela fait 4 jours qu'ils ne parviennent pas à rétablir l'approvisionnement en électricité, perturbé à la suite des attaques des forces armées ukrainiennes. Il n'y a pas du tout d'électricité. À Armansk, Jankoï, Krasnoperekopsk, dans les districts de Jankoï et de Krasnoperekopsk, à Eupatoria, à Kerch, à Sakov, à Simferovo, à Simferopol, à Soudak, à Féodosia. Là-bas, l'électricité est fournie par étapes, tandis que dans tous les autres territoires, il s'agit simplement de coupures programmées. Ainsi, les problèmes d'approvisionnement en électricité persistent dans 18 des 29 villes et districts de la péninsule. La soi-disant Crimenergo a expliqué la longue panne de courant par les frappes des forces armées ukrainiennes sur les installations du système énergétique et a assuré que les travaux de réparation se poursuivent, 24 heures sur 24. En outre, il est signalé une absence d'eau dans plusieurs rues, d'Alushta, de Jankoï et de Sak, ainsi que dans 17 villages, principalement dans le district de Jankoï. À cet égard, je tiens à souligner que dans la nuit du 8 juillet, les forces armées ukrainiennes ont attaqué 6 sous-stations électriques. Au total, depuis le début du mois, 50 installations du réseau électrique ont été touchées sur la péninsule.
C'est ce qu'a affirmé Robert Madyar-Brody, chef des forces des systèmes sans pilote d'Ukraine. Et ce qui est amusant, c'est que, après de nombreuses plaintes des habitants de Crimée sous les publications des responsables sur les réseaux sociaux concernant la longue absence d'électricité et d'eau, ainsi que des demandes d'introduire des horaires de fourniture d'électricité, ces soi-disant autorités de Crimée, savez-vous ce qu'elles ont fait ? Vous pensez qu'ils se sont précipités pour aider ? Non, ils ont simplement désactivé les commentaires sur leur page. Comme si les plaintes de ces misérables intéressèrent les responsables russes. Dans la nuit du 9 juillet, les forces de défense ukrainiennes ont frappé des navires, un terminal pétrolier et un dépôt de munitions russes. Les unités ukrainiennes ont frappé plusieurs navires de la flotte russe dans la mer d'Azov. Il s'agit de 12 pétroliers de la flotte Fantôme qui tentaient d'acheminer de l'essence en Crimée, un remorqueur et un cargo sec. Ces navires transportaient des carburants et lubrifiants pour les groupes de troupes russes. Ils étaient également utilisés pour transporter du pétrole et des produits pétroliers en contournant les sanctions internationales. Et c'est l'une des principales sources de financement de la guerre contre l'Ukraine. Je souligne que l'Ukraine a déjà soumis au Conseil de sécurité de l'ONU une déclaration affirmant considérer les pétroliers de la flotte Fantôme comme des cibles militaires. Le terminal pétrolier Yug-Roussi à Bataïsk, dans la région de Rostov, a également été attaqué. Un incendie s'est déclaré à proximité de l'entreprise. Cet établissement achemine des produits pétroliers à l'exportation. De plus, il approvisionne en carburant les troupes russes sur le front sud. Et les devises issues de la vente du pétrole sont utilisées pour financer la guerre. Un autre coup a frappé un dépôt de munitions russes dans la région de Sorokin, dans l'oblast de Louhansk. En somme, cette nuit a également été assez chaude pour les occupants. Et pendant ce temps, la crise du carburant en Russie est pratiquement devenue incontrôlable. À la Douma d'État de la Fédération de Russie, on a déjà annoncé aux Russes que la Russie ne reviendra pas de sitôt à la vente libre d'essence. C'est pourquoi il vaut mieux que les Russes s'y habituent simplement. Eh bien, il faut endurer. Les Russes anti-entente sont bien des soumis. La Russie a déjà porté à un niveau record historique ses achats de carburant en Biélorussie, afin d'essayer au moins de couvrir le déficit sur le marché intérieur qui touche toutes les régions, de l'Extrême-Orient jusqu'à Kaliningrad. En juin, les livraisons d'essence automobile en Russie depuis les raffineries d'un Biélorusse ont dépassé 181 000 tonnes, soit 3 fois plus qu'en mai. À ce moment-là, c'était 77 000 tonnes, et selon les résultats du premier semestre, les achats d'essence en Biélorussie ont été multipliés par 20. Cela représente 453 000 tonnes. L'importation de diesel depuis la Biélorussie a déjà été multipliée par 5, atteignant 256 255 tonnes de janvier à juin. De plus, le mois dernier, plus de 16 tonnes de carburant d'aviation biélorusse ont été expédiées vers la Russie. C'est 3 fois plus qu'en mai. En général, comme vous le savez, les Russes pompent actuellement tout le carburant de Biélorussie. Pendant ce temps, les autorités kazakhes ont installé près de 60 postes de police à la frontière avec la Russie pour empêcher l'exportation illégale de carburant sur fond d'afflux de voitures en provenance de Russie. Je vais vous expliquer. Les Russes effrontés vont tout simplement au Kazakhstan pour y voler de l'essence. Comme l'a indiqué le ministère de l'Intérieur de la République, les forces de l'ordre contrôlent tous les véhicules et ont déjà détecté 255 cas d'installation illégale de réservoirs de carburant supplémentaires. C'est-à-dire que les Russes installent là-bas des réservoirs supplémentaires, vont au Kazakhstan, y volent de l'essence et la ramènent dans leur Russie sale. Les contrevenants, parmi lesquels se trouvaient 195 Russes et 60 citoyens kazakhs, ont été sanctionnés administrativement. Auparavant, les autorités kazakhes ont limité l'entrée des voitures en provenance des pays voisins, principalement de Russie, à une fois par jour, et ont également instauré un patrouillage 24 heures sur 24 sur les routes frontalières afin d'empêcher l'exportation de carburant. Imaginez simplement, le Kazakhstan est obligé de mobiliser toutes ses forces à la frontière pour empêcher ces Russes sauvages et malpropres de venir leur voler de l'essence. Des groupes mobiles contrôlent les camions-citernes et camions de transport de carburant. Le chef du ministère de l'Intérieur du Kazakhstan, Erzan Sadenov, a signalé avoir déjoué près de 600 tentatives d'exportation illégale de carburant depuis le début de cette année. Sur fond de crise du carburant en Russie, les habitants des régions frontalières avec le Kazakhstan, dans les oblasts d'Astrakhan, de Volgograd, de Saratov, d'Orenbourg, de Novosibirsk et d'Omsk, ont commencé à se rendre massivement au Kazakhstan pour acheter de l'essence. Et maintenant, le plus important.
Les Russes achètent déjà officiellement de l'essence à pas moins de 100 roubles le litre, alors qu'au Kazakhstan, un litre d'essence coûte en moyenne 50 roubles russes. Dans le même temps, sur fond de pénurie de carburant en Fédération de Russie, les prix continuent d'augmenter et j'insiste dans ce pays station-service. Imaginez, la Russie qui... Je me souviens de la période vers 2014-2015 où les Russes criaient partout sur les réseaux sociaux que voilà, c'est fini. L'Europe va s'effondrer sans le gaz et le pétrole russe. L'Occident va complètement s'effondrer, il va geler, mais la Grande Russie, elle, est assurée d'avoir de l'essence, du gaz, et ainsi de suite. Au final, maintenant, ces Russes sont obligés de fuir comme des rats vers le Kazakhstan, d'y voler de l'essence et les forces de l'ordre kazakhs sont obligées de capturer ces Russes à la frontière. Et dans ce contexte, la Russie a complètement interdit l'exportation d'essence et de diesel. Et Vladimir Poutine a soutenu la proposition de créer en Russie un réseau de mini-raffineries de pétrole afin d'augmenter l'offre sur le marché intérieur. En effet, les grandes raffineries sont constamment sous la menace d'attaque, et c'est pourquoi Poutine a proposé d'envisager la construction d'un réseau de petites usines qu'on pourrait essayer de cacher aux drones ukrainiens. Et Poutine, qui il y a encore quelques semaines disait que les frappes de drones ukrainiens ne représentaient pas une grande menace, a soutenu cette initiative. Je vais citer Poutine. L'implication des petites et moyennes entreprises dans ce secteur est également demandée et encouragée. Nous allons travailler encore plus intensément dans ce sens. Vous avez absolument raison. Un réseau plus vaste est plus difficile à endommager. Cette idée a été exprimée dans le contexte d'une grave crise du carburant provoquée par une série de frappes ukrainiennes contre les raffineries de pétrole russes. Et selon les estimations d'Energy Intelligence, en juin, les volumes de raffinage du pétrole en Russie ont diminué de 25% en glissement annuel, atteignant ainsi les niveaux les plus bas depuis plus de 20 ans. Autrement dit, aux niveaux les plus bas pratiquement pendant toute la présidence de Vladimir Poutine. Il me semble que c'est peu à peu le début de son déclin. Depuis mars, les drones ukrainiens ont attaqué à au moins 50 reprises des installations du secteur pétrolier russe, y compris toutes celles qui figurent parmi les 10 plus grandes raffineries du pays. Actuellement, à cause des frappes ukrainiennes, environ un tiers des capacités de raffinage russes est à l'arrêt. Les capacités de raffinage du pétrole russe sont touchées, et cela se produit à une période critique pour l'économie, pendant la campagne de récolte. Dans ce contexte, le gouvernement, après avoir imposé des restrictions sur l'exportation de l'essence et du kérosène d'aviation, a également interdit l'exportation du diesel depuis la Russie. Parallèlement, les autorités russes ont officiellement limité la vente de carburant dans plus de 40 régions du pays, y compris les territoires occupés de Belarusienne. Dans le même temps, des informations sur des interruptions d'approvisionnement et la fermeture de stations-service proviennent désormais de presque toute la Russie crasseuse. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un j'aime. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.